tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, hein. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Eh bien, si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13 par SMS. Eh bien, il y a la possibilité évidemment aussi, hein, de nous joindre. Sinon, vous laissez les messages sur Twitter, X désormais, il faut le dire, hashtag Espace GG, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt à l'entame, énergie, hydraulique et hydrocarbures, on en parle ce matin. L'énergie, hydraulique et les hydrocarbures, un des départements du gouvernement. Il concentre donc sur le service social l'essentiel, en tout cas des aspirations des populations guinéennes. 3 secteurs qui, ces dernières années, il faut le dire, ont connu une embellie générale. En effet, la couverture du territoire national en électricité s'est améliorée, mais des crises bien réelles persistent cependant. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité, c'est bien sûr Ali Saïdouba Souma. Il est le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Il est avec nous ce matin. Et puis, nous irons également aussi, hein, du côté de Madina, mesdames et messieurs. Nous en parlons hier, vous le savez très bien. La question des marchés municipaux n'est pas sans dommage en Guinée. 48 heures donc après Kindia, c'est le marché de Madina évidemment qui se voit. On essaie de comprendre ce matin avec le maire de ce côté, c'est bien sûr Ismaël Condé, avec qui vous allez entendre ce matin dans notre émission. Et puis du côté du Niger, les Guinéens en tout cas en détresse au Sahel, dans le sud de l'Algérie, à la lisière du territoire nigérien, des Guinéens en grande masse tirent la sonnette d'alarme. Leur rêve, s'échapper tout simplement du calvaire sahélien, de retrouver la Guinée, malgré plusieurs alertes infructueuses, en l'occurrence de l'OIM, rien n'est fait toujours et la situation n'est pas près de s'arranger, nous dit-on ce matin. Un témoignage ce matin du côté de Niger, c'est bien un migrant que nous allons appeler évidemment en direct dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mon cher Tamba, notre invité est déjà installé dans ce studio, monsieur Saïdouba Souma. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Très bien. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Je pense que c'est la première fois dans les grandes gueules, en tout cas, ce grand oral, à la faveur des 2 années de transition du CNRD. Nous le disions, il a précédé quelqu'un, hein. Lui, ouais, c'est ça. Oui, il a succédé à quelqu'un. Oui. Abessila, voilà, c'est ça. Voilà. Je parle des 2 années du CNRD. Ouais. Alors, à vous seul, vous concentrez l'énergie, l'hydraulique et les hydrocarbures. C'est un peu un département monstre, tout ça. Lorsque vous arrivez, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous trouvez? Où prenez-vous ce département et où décidez-vous à partir de ce moment-là de l'amener? Ok, merci bien, monsieur Tamba. Je voudrais profiter de l'occasion pour... Allez-y, monsieur le ministre. Le président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, le premier chef du gouvernement, pour la confiance portée à ma personne, à mes nommants depuis le 20 août 2022, ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Et disons, depuis la prise de fonction, et comme en général tous les ministres, j'ai essayé de faire état des lieux. Pour dire, là où je prends la situation, je devrais m'assurer c'est quoi l'existant, c'est quoi le manque et où je dois aller. Je voudrais rappeler déjà, juste après après la prise de fonction, il m'a été donné une lettre de mission, mais aussi des orientations, des instructions claires par rapport aux différents secteurs, à savoir l'énergie hydraulique et les hydrocarbures. Et les orientations et les instructions qui ont été données étaient aussi contenues dans la lettre de mission qui était déjà au département. Et il fallait juste, avant d'évoluer, savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi et que ça n'a pas été fait, et en même temps voir les propositions de solutions. Et comme toujours, on travaille avec les gens, il fallait d'abord appeler les gens pour dire la situation actuelle, comment elle se présente. C'est ainsi, dans un premier temps, et j'ai pris l'occasion de rencontrer toutes les structures, mais aussi les projets qui relèvent de ce département. Les structures où j'avais eu à décliner juste les termes de référence dans lesquels chaque coordonnateur des projets est passé m'expliquer la situation. Qu'est-ce que vous avez trouvé, monsieur le ministre, au département?
Bon, justement, j'ai parlé d'abord de la lettre d'émission qui était là. Il y a eu des travaux qui étaient en cours, mais aussi des travaux qui étaient planifiés. Mais vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce que vous avez trouvé, monsieur le ministre? Vous avez fait les états généraux. Vous avez trouvé quoi exactement? Ça, c'est en 2023. D'accord. Vous avez... La question est claire. Depuis que j'ai pris fonction... Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Voilà, d'abord. Je parlais de ça. Bon, en termes juste de ce que j'ai trouvé, je commence d'abord par l'aspect humain, personnel. J'ai trouvé il y avait pratiquement beaucoup de postes qui étaient restés vraiment inoccupés depuis plusieurs années, parce que à part, je prends au niveau des directions, à part les directeurs nationaux et les adjoints, tous les chefs de division et tous les chefs de section étaient des intérimaires. Et des projets, il y a eu des cadres qui étaient partis à la retraite d'un projet qui sont restés pratiquement sans cadre et agents. Il y avait également des objectifs en termes de réalisation en matière d'énergie, en matière d'hydraulique, qui étaient fixés, mais qui tardaient aussi à bouger. Et par rapport à ça, dans un premier temps, parce que comme on le dit, avant d'avancer, il faut savoir là où je pars. Évidemment. On a trouvé une situation qui est là. J'ai d'abord commencé à faire la situation, le répertoire, une base de données des personnels. Le diagnostic. Non, le diagnostic a été fait déjà, le défi était là. La base des données des personnels par domaine de compétences. Parce que c'est 3 secteurs réunis qui font un département. Et ça c'est pour vous permettre d'aborder justement les projets phares, puisque le fonctionnement, il est interne. C'est bien sûr nécessaire, mais après, le citoyen, c'est ce que vous faites en termes de projets qu'il récolte comme si vous voulez, bénéfice justement. Quels sont les projets phares que vous avez trouvés au département et à quel niveau vous êtes dans la mise en œuvre de ces projets? Si je prends les 3 secteurs, pratiquement dans tous les secteurs, il y avait des projets phares. Des projets phares qui étaient planifiés dans la lettre d'émission, mais dans la loi de finances initiale de 2022. Et comme projet phare, je peux citer par exemple le projet de l'Inshan qui a un niveau d'exécution de 98%. Et comme projet phare, je parle de Yesoulou, qui concerne le projet de la SEG, qui depuis 1968 là n'a pas fait l'objet d'investissement, n'a pas connu d'investissement majeur. En termes de projet phare, je parle le cas d'hydrocarbures où on avait le projet gazier qui était là, où pratiquement, à part une seule société qui, même si la loi ne donnait pas le monopole, qui ne faisait qu'importer et procéder à la distribution. Donc voici, c'est un projet phare qui était là. Je dis que ça ne se limite pas à ça, parce qu'il y a des projets qui étaient aussi dans les tiroirs qu'on a réussi à faire sortir des tiroirs. C'est le cas de FOMI, un projet qui date de 1922, un siècle après, on a sorti des tiroirs. Et là, je rappelle déjà que c'est un projet dont la convention a été signée depuis 2017. Ça a été signé en 2017. Il y a eu les préfinancements avec la Chine, qui avait déjà fait un premier travail. L'accord cadre guinéo-chinoise. Ah oui, ça ne faisait pas partie de l'accord cadre guinéo-chinois. Non, ça ne faisait pas partie de l'accord cadre. D'accord. C'était entré à l'accord cadre, mais c'était signé en 2017 et la convention clairement approuvée, ça fait l'objet de promulgation à tous les niveaux. Déjà, ils avaient fait leur base de vie à Folon, précisément jusqu'à 45 km de Cancan. La situation était claire avec FOMI. Mais pour raison de Covid et autres raisons justifiées après, FOMI, les travaux qu'ils ont démarrés, ils étaient obligés d'abandonner les travaux parce qu'il y avait des engagements du côté de l'État qui n'étaient pas respectés. Après Covid, il y a eu autre chose, il y a eu beaucoup de demandes et heureusement, à date là, nous avons fait venir, il y a eu des négociations et les procédures sont en cours pour relancer officiellement ce projet de FOMI aussi. Et toujours à titre de projet phare, je parle de complexe gazier qui est actuellement à Konta. Peut-être vous aussi, vous regardez aussi la télé. Souvent, il y a aussi des journalistes d'espace qui viennent, qui nous accompagnent pour le suivi, pour permettre à toute la population ce qu'on fait et sur le terrain. Konta également, c'est la construction d'une usine de stockage de gaz butane, mais aussi une usine de requalification des bouteilles de gaz qui nous permet non seulement d'importer en quantité suffisante le gaz ici, mais aussi de vendre à un prix vraiment plus stabilisé, mais accessible aux revenus de Guinée. Monsieur le ministre, tout ça, c'est très bon, ces projets-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans votre secteur. Aujourd'hui, en termes de production, nous avons beaucoup dit qu'on a suffisamment. On est autour de 1200 et quelques mégawatts capacité installée. Et le taux d'accès est autour de 47%, comparé à la sous-région, ce qui est quand même un peu faible.
Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça malgré cette production que nous avons? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut mettre plus de réflexion sur le transport, l'extension et tout ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Permettez-moi juste de revenir sur ce point. Oui. Le taux donc, que vous venez de prononcer, c'est un taux qui date avant l'avènement du CNRD. D'accord. Voilà. Le taux était à 46,62% au 5 septembre. Aujourd'hui, c'est 53. 62%, 62, okay. Je précise, au 5 septembre 2021. D'accord. De l'avènement du CNRD jusqu'à la date qui est prévue pour la mise en service de FOMI, le taux est passé de 46% à 53% à date. Okay. Et là, ça s'explique de plusieurs manières. Il y a eu l'achèvement du poste qui est à Boké, qui a permis à la localité de Boké, y compris même juste les villages de Boké, d'accéder à l'électricité, d'avoir 24 heures sur 24 d'électricité. Mais aussi, il y a à travers l'agence d'identification rurale, il y a eu beaucoup d'investissements à ce niveau, où vous partez même dans les villages, et là, vous allez réellement trouver que l'accès à l'électricité n'est plus juste quelque chose de miracle pour certains. Je le dis parce que c'était récemment à Tianguelbori, on m'a fait citoyen d'honneur, parce que depuis que la Guinée est Guinée, il n'y a pas eu un ministre qui a été là-bas pour rencontrer les gens. Et j'ai profité pour aller à Kouramangui, juste plus à 110 km de l'Abbeville, à Kouramangui, où il y a eu l'installation isolée des panneaux solaires qui couvrent environ 400 ménages ici, mais 24 heures sur 24, ils ont le courant, où le taux de recouvrement est très intéressant. Alors, comment vous procédez ce calcul? C'est en termes de citoyens atteints ou en termes de superficie? Puisque vous avez parlé de Boké, peut-être on parlera de l'Abbé où ce n'est pas encore totalement réglé. Il y a un Zérekoré. Ce n'est pas réglé. Qui a ses 24. C'est pas totalement réglé. Ce n'est pas réglé. Voilà, ça, c'est notre sujet. Donc, vous avez Conakry et puis le Grand Conakry. Voilà. Quand vous dites 53%, donc ça s'entend la majorité de la population ou la presque totalité du territoire. Expliquez-nous un peu les 53%. Bon, je parle de la presque totalité du territoire parce qu'actuellement, si vous prenez toutes les grandes villes, soit la desserte en électricité est faite 6 heures sur 24 ou 24 heures sur 24. Vous prenez Conakry, là on ne parle pas, c'est 24 heures sur 24. Vous prenez Zérekoré. Zérekoré, depuis qu'il y a eu l'interconnexion CLSG, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée, on achète l'électricité pour le moment à la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin des différents projets qui sont là. Ça a permis à la localité de Zérekoré non seulement d'avoir aussi 24 heures sur 24 heures. Ça signifie quoi? Il y a eu des dotations de carburant qu'on faisait pour alimenter les centrales thermiques au niveau de Zérekoré, que maintenant qu'on utilise pour d'autres préfectures qui n'en disposaient pas auparavant. Quand j'ai parlé de Boké, je ne me limite pas seulement à Bokéville. Il y a Kolabouyi, comme vous savez tous, à tout moment, il y avait des problèmes à Kolabouyi parce qu'ils n'étaient pas souvent contents du fait que dans les cités, il y avait de grandes gueules. Donc il y a eu l'extension au niveau de Kolabouyi, mais en plus, il y avait le village de Kamsa qui a été électrifié parce que il y a un prolongement de contrat qui était en cours, qu'on est parvenu aussi à débloquer, qui a fait que tous les villages, la plupart des villages de Boké ou de Kamsar aussi est maintenant électrifié. Mais ça ne se limite pas à ça. Je parle de taux d'accès parce que récemment, même si on n'a pas fait juste l'inauguration officielle, il y a la tribune à gaz au niveau de Kankan, qui auparavant, Kankan, il y avait juste aussi 6 heures sur 24. Mais depuis la tribune à gaz est opérationnelle, ça fait maintenant, on a augmenté le temps de desserte qui va maintenant jusqu'à presque 10 heures, parce que maintenant on peut commencer 19 heures jusqu'à 6 heures du matin. Donc c'est une tribune qui a une capacité de main. Vous faites bien de parler de Kankan, vous me tendez, vous me tendez la brèche, parce qu'au-delà de la tribune à gaz, on va également parler de groupes électrogènes, parce que d'après nos informations, il existe quand même des groupes électrogènes, et là-dessus on reviendra tout à l'heure. Je veux, monsieur le ministre, vous interpeller sur un certain nombre de préoccupations sur la ville de Kankan par exemple. Alors, ce que nous apprenons, c'est que la centrale électrique fonctionne sur base de diesel, avec 35 000 litres de gasoil par jour, pour un fonctionnement donc de 12 heures. 12 heures, c'est-à-dire de 18 heures à 6 heures du matin. Ça, c'est l'information qu'on en a. Alors, vous prenez les 35 000 litres de gasoil par jour, vous avez par mois 1 50 000 litres par mois. Et EDG, semble-t-il, achète le carburant, le gasoil, à 14 000 francs. Vous allez avoir donc sur le mois un montant total de 14 milliards
700 millions de francs guinéens rien que pour le gasoil. Il ne s'agit pas de maintenance, il ne s'agit pas de prise en charge du personnel, mais 14 milliards 700 millions de francs guinéens rien que pour acheter le gasoil par mois. 14 millions 14 milliards 700 millions par mois à Kankan pour acheter le gasoil de cette centrale. Monsieur le ministre, le volume de l'énergie, pardon, de l'argent engrangé par le fait des consommateurs est de 1 milliard 600 millions. À date, vous pouvez me corriger si je me trompe. 1 milliard 600 millions a défalqué de 14 milliards 700 millions, monsieur le ministre. Quel regard, pour commencer, vous portez dessus et quel mécanisme de correction urgent il faut apporter à cette situation-là? C'est la première question. On peut bien aller plus loin. Kouroussa, c'est pareil. Le niveau de subvention de l'État va jusqu'à 445 millions pour la subvention, pour l'énergie. Donc on est sur le thermique. Quel est votre regard sur l'utilisation persistante du thermique? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre et quelles solutions pour l'avenir? Ok, merci. Je voudrais pas qu'on se focalise seulement sur le cas de Kankan. Non mais c'est important, c'est une réalité, monsieur le ministre, vous le savez très bien. Je veux bien, mais... Oui, permettez-moi d'aller au bout, vous avez posé une question. Je veux bien, mais quand vous dites qu'il ne n'est pas se focaliser sur le cas de Kankan, non seulement il y a Kankan, mais il y a aussi Alabé, hein, c'est très important, monsieur le ministre. Je voudrais parler du cas de la Guinée de façon générale. On veut bien, mais le cas de Kankan, vous n'allez pas dire que Kankan... Le cas de Kankan, vous étiez là quand... c'est dramatique et spécifique, monsieur le ministre. Ah oui, je comprends. Les chiffres dont on donne des tournis, évidemment, d'où l'intéressement au cas spécifique de Kankan. Maintenant, ce que je dis, il ne faudrait pas qu'on se focalise seulement du cas de Kankan. Maintenant, vous me permettez d'aller jusqu'au bout. Allez-y, vous comprendrez mieux que le problème ne se situe pas seulement à Kankan. Donc c'est global. Oui, c'est pourquoi j'ai dit la situation, elle est globale. La situation, elle est globale. Et je le dis parce que si vous partez, vous regardez, vous passez en revue la convention, le contrat d'achat d'énergie signé entre le couple Soapiti Kaleta à travers les deux sociétés Sogec-Sogeca. En principe, si EDG était à mesure de recouvrer toutes les factures émises, l'État n'allait pas apporter de subventions à l'EDG pour payer les factures émises par des structures. Vous allez vous rendre compte que, est-ce que EDG, ce qu'elle encaisse en termes de recettes recouvrées et les charges qu'elle supporte là, les factures en général émises par les deux structures et autres structures Tipawa qui est juste à côté de vous ici, c'est supporté par l'État. C'est pourquoi j'ai dit on ne doit pas se focaliser seulement sur le cas de Kankan. Donc, vous allez vous rendre compte en 2022, la subvention de l'État à l'EDG se chiffrait aux alentours de 3400 milliards. 3400 milliards. 3400 milliards subventions au service de l'électricité. C'est pourquoi j'ai dit on ne doit pas se focaliser sur le cas de Kankan, mais l'État, dans sa vision, dans sa vision de refondation, dans sa vision de réduire les subventions accordées dans le domaine de l'électricité, a passé en revue la loi des finances 2023. Il y a eu une réduction de 300 milliards ce montant parce qu'il y a des situations qu'on est en train de prendre en compte. Vous vous rendez compte que depuis pas mal de temps, on est en train de passer au poste payé, au compteur. Au compteur prépayé. On est en train de passer de poste payé au prépayé. Tout simplement parce qu'il y a des situations qui sont difficiles à maîtriser, mais que les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir les maîtriser. Donc je le dis, si vous comparez 14 milliards pour une ville et vous partez de façon globale, la subvention que l'État apporte dans le secteur de l'énergie, en 2022, 3400 milliards. En 2023, on est juste en termes de prévision à 3200 milliards. C'est pour dire qu'il ne faudrait pas, pour chaque ville, l'État apporte quelque chose au titre de subvention, pas seulement au cas de Kankan. Oui, mais en parlant de subvention, laissez-moi rebondir là-dessus, s'il vous plaît, parce que quand vous parlez de subvention tout de suite, en ce qui concerne l'État, l'État déjà est un mauvais payeur, vous le savez, monsieur le ministre. Bon, si on dit l'État est un mauvais payeur, bon, moi j'ai dit... L'État doit EDG, vous le savez très bien. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est aussi important de rappeler que EDG, c'est une société publique anonyme. Je n'ai pas dit le contraire. L'État devait combien à EDG? Maintenant, la situation qui est là, toutes les factures, je ne parle pas des situations... C'est pourquoi j'ai rappelé, c'est toujours important de rappeler que si on regarde la situation antérieure, je ne parle pas de situation antérieure, mais ce que je sais, toutes les factures émises par EDG
facturations des différentes administrations sont automatiquement transmises au ministère de l'économie et des finances. Alors, si on revient sur le cas de Kankan, donc de la Haute-Guinée en général. Non, de la Guinée en général. Non, attendez. Parce que la question de Tamba était complète et il ne s'est pas limité au constat. Le problème, c'est que vous dépensez énormément plus. Je ne sais pas s'il y a une ville où il y a cet écart-là. 1 milliard en termes de revenus et puis 14 milliards en termes d'investissement. Voilà. Et donc la question complète, c'était de dire est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de corriger ça? C'est ça ma question en fait. Oui, je comprends. J'ai voulu d'abord planter le décor pour dire que ce n'est pas une situation qui est seulement valable pour Kankan, c'est pour toute la Guinée entière. Mais la situation, les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir corriger au fur et à mesure. Quelles sont ces dispositions? Monsieur le ministre. Je parle, et il parle de la tribune à gaz. Il y a des projets qui sont en cours de réalisation, qui vont permettre de faire l'interconnexion de Kankan, soit à travers de l'Insan, dont les travaux sont pratiquement en cours achevés, mais aussi de faire l'interconnexion à travers le projet CLG à partir de Jérusalem. D'accord, monsieur le ministre. Non, sur ça. Mais c'est aussi important de rappeler. C'est sur ça que je veux aller. Parce que vous parlez de la. Ça ne règle pas le problème. Le problème, ce que vous nous dites là, vous allez faciliter, certes, la desserte en électricité, mais l'énergie qui va arriver de la Guinée forestière, ce sera toujours acheté à la Côte d'Ivoire, par exemple. Donc les investissements vont demeurer. Mais la question, là où elle est aujourd'hui, c'est le taux de recouvrement. Tout à l'heure, lorsque vous parlez de ces localités dans la baie, vous avez signalé pour ces deux petites communautés, notamment dans la baie, que le taux de recouvrement était intéressant. Moi, j'ai sursauté en vous entendant le dire. Mais sur le cas de Kankan, puisque vous dites que ce n'est pas un cas spécifique, dans quelle autre ville de la Guinée on est dans une telle proportion? Rien qu'en carburant, 14 et en recouvrement 1. Et ça, c'est moins les autres fonctionnements administratifs. Rien que ça. Est-ce qu'il y a une autre ville de la Guinée qui arrive à une telle proportion, monsieur le ministre? Mais je ne partirai pas loin. Je parle de Conakry. Même là, vous allez voir à Conakry à tous les niveaux, parce que c'est ici, il y a beaucoup plus de branchements. Vous partez dans tous les foyers. Ici, il y a les fer à repâcher. Vous partez dans tous les foyers. Il y a les réchauds. Vous partez dans tous les foyers. Il y a les congélateurs partout. Mais vous allez voir, pour payer la facture, ça crée énormément de problèmes. Ce qui fait souvent, il y a que ce soit les transports de EDG qui sont vandalisés, les véhicules qui vont pour le recouvrement sont vandalisés. Ce qui fait que le chef EDG demande à ce que tout ce qui va pour le recouvrement soit sécurisé, parce qu'à tous les niveaux, en général, c'est les mauvais payeurs qui sont... voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit que là... Monsieur le ministre. Non. Monsieur le ministre. Si on prend la proportion de ceux qui disposent le compteur prépayé comparé à la situation générale, vous allez voir, pour le moins c'est insuffisant. Je parle sans citer, parce que je ne voudrais pas juste citer tel quartier par rapport à tel quartier, mais il y a eu des quartiers qui ont accepté volontiers. Mais on le dit, on continue sur la sensibilisation pour pouvoir accepter, parce que l'État ne peut pas continuer à subventionner l'électricité. Monsieur le ministre, est-ce que la tribune à gaz d'ailleurs que vous évoquez, est-ce que la tribune à gaz fonctionne toujours à Kankan, à date? Ce que j'ai dit, il y a l'alternance qui se fait actuellement. Non, parce qu'on nous dit on nous apprend que depuis juin, la tribune est à l'arrêt parce qu'elle consomme 45 000 litres par jour. La tribune est à l'arrêt, c'est l'information que nous avons. Qu'est-ce que EDG vous dit à ce sujet? Moi, quand vous parlez de juin, là, moi j'ai quitté Kankan en fin juillet, je ne sais pas si on parle c'était en mai. Non, moi j'ai... Oui, mais est-ce que c'était la tribune à gaz? Le rapport, la mission que vous avez effectuée, j'ai le rapport ici, c'était en mai. La fête de Tabaski à Kankan. D'accord. Et à chaque fête, je profite de l'occasion pour visiter tous les endroits qui relèvent de la compétence du département de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Donc les Kankanais ont eu le courant et ils ont eu une meurtre d'essai parce que le ministre était dans la mais sur la base de... ça ne reflète pas. D'accord, monsieur le ministre. Mais 45 000 litres, c'est la tribune à gaz. Moi, ma question, toujours dans la même zone, monsieur le ministre, toujours dans la même zone, au niveau de cette tribune à gaz, il y a aussi les centrales, parce que souvent les gens s'attardent sur la tribune à gaz. Il y a aussi les 16 centrales qui sont installées, qui vous coûtent aussi beaucoup d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette zone-là, la solution, il ne faudrait pas d'abord penser à détaxer le carburant qui va être utilisé pour l'électrification? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers cela? Ça, c'est la première question.
La deuxième question, il y a beaucoup d'alternatives qui sont proposées. Notamment, je ne sais pas si le projet la tient toujours, vous dites de faire le suivi avec la Banque islamique de développement pour le financement d'une centrale thermique de 40 MW dans cette zone. Aujourd'hui, qu'en est-il? Et plus loin, il faut diversifier parce que le thermique, c'est salissant et c'est coûteux. Vous dites également de procéder à une source d'énergie par l'adjonction d'une centrale photovoltaïque. Les grandes gueules. Sur sa première question, pour vous laisser réagir à sa première question, je voulais la compléter avec un élément très parallèle. Monsieur le ministre, à la crise de mars dernier à Cancan, l'information que nous avons, en préparant cette émission, nous avons découvert que EDG a dû recourir à 2 groupes électrogènes, a dû louer. C'est important, la précision. Vous allez me dire si j'ai tort, et c'est l'intérêt de votre présence. On nous apprend que EDG a dû louer 2 groupes électrogènes. Monsieur le ministre, là où le poil s'est hérissé, c'est quand j'ai lu que chaque groupe électrogène est loué par jour à $5 000. $5 000 de frais de location par groupe électrogène pour 2 groupes électrogènes. Ça nous fait $10 000 par jour pour les 2. Si vous allez sur 30 jours, vous avez $300 000 de location. Or, le même groupe de 800 kW, par exemple, vous coûte aujourd'hui sur le marché guinéen 2 400 000 000. Ce serait autour de 270 000, 267 000 euros aujourd'hui. La question, monsieur le ministre, la première, est-ce qu'effectivement EDG continue à louer ce type de groupe à $10 000 le jour, alors qu'il aurait pu acheter en l'espace d'un mois, c'est-à-dire que tous les mois, on est capable d'acheter un de ces groupes. Après simplement un seul mois d'utilisation. Qu'en est-il, monsieur le ministre? 2 questions complètement différentes. Juste pour répondre à la question de Guiba, c'est vrai, ça allait dans les questions en termes de perspective. Actuellement, on a reçu beaucoup de propositions dans le cadre de réalisation non seulement de centrales photovoltaïques au niveau de Cancan, du Sigirine, tout ce qui concerne la Haute-Guinée, mais aussi, on a parlé de financement avec la BID. Effectivement, il y a eu un financement qui est en cours, parce qu'il y a eu prorogation de la date. Il était prévu que le prêt qui était en cours soit clôturé au 31 décembre l'année 2022. Mais juste déjà après être informé de la situation, nous avons fait une demande de prorogation pour que ça soit jusqu'en 2024. Parce que avec les partenaires techniques et financiers, il y a des procédures de passation de marché qui restent claires. En tenant compte du seuil du marché, les grandes gueules. Il y a clairement les spécifications de groupe qu'on veut acheter. Même si c'est EDG qui achète, EDG doit définir les spécifications en tenant compte des besoins actuels du Cancan. Mais la réflexion, on ne se limite pas à la seule demande qu'on a. Oui, la BID est là, vous connaissez les procédures de passation de marché et les procédures de décaissement des partenaires techniques et financiers qui par endroits sont faciles, par autre, ça demande beaucoup d'exigences, beaucoup de critères pour que le montant soit décaissé. Mais ce que j'ai dit, à part tout ce que vous avez évoqué, il y a des investisseurs personnels, privés, qui veulent aussi apporter leur contribution. Parce que c'est ce qui nous a même permis, parce qu'on recevait régulièrement des offres spontanées, que ce soit des privés, que ce soit des partenaires techniques aussi, habituels là, mais aussi des investisseurs privés qui venaient, qui voulaient réaliser des trucs. Mais on avait du mal à maîtriser. Parce que si vous prenez la population de Cancan, le besoin réel en termes de mégawatts, quand vous évaluez tout, même si ça évolue au fur et à mesure en fonction d'accroissement de la population, à date, c'est maximum 30 mégawatts. 30 mégawatts. Et les groupes disponibles, actuellement, c'est aux alentours de 18 mégawatts. Les groupes, à part la centrale, la tribune à gaz, là, c'est 18 mégawatts. 18 mégawatts, vous savez que à chaque fois qu'on a l'électricité suffisante, les besoins, ça vient. Je dis, bon, moi, je prépare avec du charbon. Maintenant, il y a le courant 24 heures sur 24. Maintenant, j'abandonne le charbon. Ça me fait gagner en temps. Pourquoi je n'achète pas un réseau? Surtout que la facturation se fait au forfait. Donc, on sait, malgré tout ce que je vais consommer, c'est à ce niveau. Maintenant, et à ce niveau... Vous avez posé, vous me permettez d'aller jusqu'au bout. Les états généraux qu'on a tenus, ça faisait partie de notre objectif. Les grandes gueules. Identifier tout ce qu'on a, et en même temps savoir quel problème on a et quelle proposition de solution, quoi faire pour pouvoir trouver la solution à ça là. Je parle de centrale à gaz.
de Kankan, mais aussi à Kankan. Quand je parle de Kankan, ne considérez pas la ville de Kankan, considérez la région administrative de Kankan. Région administrative de Kankan, parce qu'on a Fomi, dont pratiquement j'ai parlé. Les 30, c'est pour la région de Kankan? Non, c'est juste Voilà. la ville de Kankan, comme il a posé la question, le besoin en termes de ville de Kankan, c'est 30. Vous estimez les besoins, la ville de Kouroussa, ça tourne autour de 20 MW. Et Mangiana, tout ce qui est aux alentours de Kankan, là, si on fait tout, ça va tourner autour de 100 MW. Mais il y a beaucoup en termes de perspectives, des projets qui sont dirigés là-bas. Il y a des projets qui sont en cours d'exécution. Je peux parler de projets d'interconnexion Guinée-Mali. Vous avez posé la question pendant que vous parlez pour dire c'est quoi la question, parce qu'on a l'énergie moi, parce que c'est la capacité actuelle qu'on a, c'est des grandes gueules. Toute la Guinée. Si on compare à la sous-région, on en a beaucoup, hein, parce qu'il faut se dire la vérité. Je ne veux pas citer un pays, on a beaucoup. Si on avait le transport à date, on allait pouvoir électrifier et fournir l'électricité suffisante à pratiquement couvrir toute la Guinée. Bien. Mais alors, est-ce qu'on peut on va répondre à la question des groupes? Ali Saïdouba Souma est le ministre de l'Énergie. Voilà, il est notre invité ce matin chez les jeunes. Laissez-moi faire des relances, les gars. On fait de la radio. Voilà, c'est très important. On fait de la radio. Allez-y. Voilà, ma question n'est pas répondue, Gaga. Ah ouais. La question... Allez-y, madame. Avant d'aller au transport, il faut aller à la production, là. Voilà. Oui, il a parlé du transport, justement. Si on a le transport, la situation pourrait peut-être Pourquoi s'améliorer. on n'a pas le transport? Comment résoudre le Des problème? grandes gueules. Justement, les transports en général, c'est les financements à partir des bailleurs, les multiples bailleurs là. Souvent, c'est les bailleurs classiques là, la Banque mondiale, la BAD, la BEI, qui sont en train de financer des projets. Je parle de projets d'interconnexion Guinée-Mali, qui est en train de construire non seulement les pylônes, mais faire des raccordements. À chaque fois, je parle parce que le projet phare qu'on a réalisé et qui doit être juste livré très bientôt, c'est l'INSAN. Permettez-moi de vous rappeler que vous avez le même niveau d'information que moi, que le couple soit Petit Kalita produit 690 MW. Vous avez touché à la plaie. Je vous attendais au tournant. Je vous attendais au tournant, monsieur le ministre. Je vous attendais au tournant. Si on fait le tout... Je ne dis rien. Oui, avant je ne dis rien là-bas. Maintenant, vous me permettez d'aller... Allez-y, monsieur le ministre. Et toute l'énergie produite, allez-y, monsieur le ministre. On a du mal à transporter. Ouais. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de poste de transformation énergétique et de dispatching qui avait une capacité suffisante. Avec l'INSAN, qui fait partie des plus grands termes de postes de la sous-région, qui a une capacité de plus de 1000 MW, qui peut recevoir plus de 1000 MW transformés et faire des dispatching à travers toute la Guinée, je pense que ça va nous permettre. C'est pourquoi vous connaissez tous l'AB. Actuellement, la qualité de l'électricité à l'AB, vraiment, vous savez, ça reste à désirer. Maintenant, avec l'INSAN en service, il y aura l'amélioration au niveau de l'AB. Parce que vous avez une date pour nous en ce qui concerne... Le Premier ministre avait dit en septembre. Justement. Oui, mais on est au mois de septembre. Oui. Mais non, il a dit septembre, mais on est aujourd'hui le 14 septembre. Oui. Je pense que... Donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ce que j'ai dit, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Allez. Vous allez demain. Monsieur Souma, mais non, vous êtes le ministre quand même. Dans 2 semaines, ça veut dire c'est réglé. Parce que dans votre bilan, vous dites que les postes de l'AB et Mali sont achevés et permettront l'alimentation des villes de l'AB et Mali ainsi que des grandes gueules. Et donc, ça veut dire dans 2 semaines, les gens de l'AB, les labéqués... Même si les travaux sont... Mais il revient au Premier ministre. Il revient à la haute autorité. Non, mais ce que j'ai dit... Il faut s'assumer, monsieur le ministre. Je suis désolé, mais non, attendez. Vous êtes le ministre de l'énergie ou vous ne l'êtes pas? La date officielle de mise en service. Ce que j'ai dit... Non, on ne parle pas de la mise en service, de l'achèvement des travaux. Mais tant que ce n'est pas mise en service... l'AB, la qualité de l'électricité dont on parle là ne sera pas améliorée. Mais en septembre quand même, d'ici la fin septembre, l'AB, ça sera un vilain souvenir. Je vous dis, je parle des hautes autorités. Quand ils s'engagent, ça sera respecté. Mais vous êtes une autre autorité. Mais vous êtes une autre autorité. Non, mais attendez, monsieur le ministre. D'accord. Vous êtes une autre autorité. Mais est-ce que vous avez des prédispositions à pouvoir envoyer de l'électricité? C'est que vous dites, quand vous parlez des hautes autorités, c'est pour la décision. Mais est-ce que déjà, techniquement, on est prêt? Là, je peux vous dire que techniquement,
vraiment à un niveau de 98%, on peut parler de... Les 2% là, on peut arriver... Non mais attendez, monsieur le ministre. J'ai prononcé, on écrit, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais non, pas du tout. Quand vous parlez de haute autorité. 90%, non, on peut dire clairement que pratiquement tout est... Voilà. Tout est... Alors, maintenant, je voulais... Voilà, attendez, on va reprendre nos esprits. Et avec notre invité ce matin, Ali Saïdouba Souma, il est le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Eh bien, il affronte les grandes gueules ce matin, mesdames et messieurs. Vous allez lui donner une note à la fin de l'émission. Mon cher Roby, on continue le débat. Allez-y. Monsieur le ministre, vous avez fait la revue des contrats d'achat de l'énergie. Il se trouve qu'il y a un gap important qui est à souligner. Chez certains opérateurs, vous les achetez, selon les informations que nous avons, à $7 le kilowattheure. Chez d'autres, à $28 le kilowattheure. Qu'est-ce qui explique cette disparité et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les prix soient homologués? Bon, je pense que c'est... Pourquoi d'autres sont privilégiés par rapport à d'autres? Je pense que je ne vais pas trop interroger l'histoire. Mais je peux me permettre de vous dire que... C'est important. Oui, je peux me permettre de dire qu'on a trouvé une convention signée, ratifiée, promulguée, dans laquelle se trouvent déjà les prix d'achat de kilowattheure. Pour le moment, nous, qu'est-ce qu'on compte faire? C'est de faire une proposition de revue, de négociation pour voir quelles possibilités... Ce sont des conventions non corrigibles? Bon, en fait, si la convention, il y a je ne peux pas comprendre qu'on achète chez un opérateur à $7 le kilowattheure et chez un autre à $28. Vous voyez un peu la différentielle, le gap, c'est énorme. Ce n'est pas forcément le prix de kilowattheure qui est porté, les prix qui sont portés dans les conventions. Mais ce que j'ai dit, chacun vient, c'est comme quand tu es vendeur d'énergie et tu es vendeur de chaussures. Et en fonction de ton prix, en fonction de coût de production, c'est comme ça que tu vends. Mais sauf que dans ce cas-ci, on parlerait de qualité. Mais chez vous, les qualités sont les mêmes, le produit est le même, la quantité est le même, sauf que les prix varient. Et la variation des prix est énorme, de 7 à $28. Le gap est extrêmement grand, monsieur le ministre. Est-ce que vous comprenez? Si nous étions au moins entre 7 et 10, on aurait pu comprendre. Mais chez certains à 7, chez d'autres à 28, pourquoi cela? Comment expliquez-vous cela? Les grandes gueules. Vous avez pris les données là. Mais si c'est faux, vous nous le dites. Hein. Non, ce que j'ai dit, je ne vous dirai pas où j'ai pris. Je ne sais pas les données viennent d'où, mais les données qui se trouvent dans la convention, je pense que ne correspondent pas forcément à $28. Ça correspond à combien alors? Bon, je pense que on va se référer à la convention. Après, vous aurez l'occasion de passer au bureau, je vais vous montrer ce qu'il y a. Vous n'avez pas les chiffres en tête? Non, même si j'ai les chiffres en tête, ce que j'ai dit... Oui, mais vous contestez les chiffres en direct, Lamine. Non, mieux vous nous donnez les bons chiffres. Mais vous avez dit que vous avez les données qui sont venues de quelque part. Vous allez me dire... Moi, je suis journaliste, vous êtes ministre. Hein? Alors, ce que j'ai dit, ce n'est pas ça, le prix de kilowattheure se trouve dans la convention. Le prix de kilowattheure, comme je l'ai dit, quand vous êtes vendeur de chaussures, vous n'êtes pas obligé de vendre au même prix que quelqu'un autre qui vend les chaussures. On ne sait pas. Mais si la différence est le prix en économie, ça dépend du coût de production. Vous achetez à combien aujourd'hui? Vous achetez aujourd'hui à combien le kilowattheure? Le kilowattheure, ça varie entre, comment dirais-je, 11 et 12, 13 cents. Voilà, le kilowattheure. Alors, cent, donc c'est pas $28 dont il parle. Pardon, je parlais de cents. Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, monsieur le ministre, j'avais posé la question. J'ai bien envie de m'énerver, mais je veux entendre avant votre réponse. Est-ce qu'il est vrai, je reviens à Cancan, parce que lors de la crise, c'est des informations que nous avons, vous pouvez les démentir, c'est l'utilité de votre présence. On nous apprend que 2 groupes électrogènes ont été loués. Mais chaque groupe électrogène est loué par jour à $5 000. C'est près de 50 millions par jour, par groupe. Les 2 groupes nous font près de 100 millions de frais de location. Et pour combien de temps? Par jour. Vous prenez ça dans le mois, on vous dit depuis mars. Waouh! C'est l'information que nous avons. Monsieur le ministre, pour commencer, est-ce que c'est vrai? Quelle est la vérité dans cette histoire de location de groupes électrogènes? Je rappelle qu'un groupe, il suffirait d'économiser cet argent sur un mois pour pouvoir acheter un second groupe. Mais enfermé dans une location, imaginez sur l'année, imaginez sur 10 mois, 300
300 000, parce que c'est là que vous allez vous retrouver. Sur 10 mois, ce que ça va donner, c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi je pose la question, est-ce que effectivement EDG loue des groupes à Cancan à cette hauteur, c'est-à-dire à 10 000 $ le jour? Voilà, la réponse, ça sera à 11h. Saïkou Oumar Bolé nous dit bonjour les grandes gueules. Je pense que ce ministère, contrairement de notre américain spécialiste qui nous avait promis l'électricité sur toute l'étendue du territoire 24 heures sur 24 en 6 mois en 2010, il fait pas mal son boulot. Où en est-on avec le projet de Koukountamba à Tougué? La question vous revient, monsieur le ministre. Où en est-on avec le projet Koukountamba à Tougué? Vous pouvez y répondre directement. Ok. La question sur le projet Koukountamba, je voudrais juste rappeler que Koukountamba, c'est un barrage à but multiple qui était inscrit dans le portefeuille de l'OMVS. Pour le moment, la Guinée a suspendu sa participation à l'OMVS et que les réflexions sont en train d'être menées pour voir est-ce que la réflexion sera faite à partir de la Guinée ou on va continuer. Les réflexions sont en cours. Ce qui reste clair, ça fait partie des perspectives de ce ministère, mais aussi du gouvernement. Alors d'autres questions vous interpellent également. Nous avons celui-ci qui est de Djibril Souma depuis Koya ou Onkifon. Il dit: je salue monsieur le ministre de l'énergie. Ma question est de savoir qu'est-ce qui explique ces coupures récurrentes d'électricité ces derniers temps, monsieur le ministre? Les coupures, ça dépend de la situation, ça dépend ça dépend de la zone. Ouais. Il y a des coupures dans certains quartiers qu'on explique à travers la surcharge de transport. Si vous avez un transformateur qui a une capacité de 200 kW et puis vous vous retrouvez avec une charge de 300, forcément ça peut créer l'explosion du transport. Mais aussi actuellement, vous savez, on est dans une situation où il y a la pluie qui vient par alternance là. Et actuellement, on n'a pas un réseau complètement sécurisé. On cherche à faire en sorte que le réseau soit sécurisé. Et c'est pourquoi, actuellement, vous allez constater qu'il y a des coupures. Des fois, c'est tout qu'on a créé, mais les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir corriger la situation qu'on est en train de vivre. Alors, une dernière question, Lamine. La question dit ceci: pourquoi imposer le compteur prépayé en Guinée? Pas une imposition de compteur prépayé. Parce qu'on cherche aussi à reconnaître les efforts de l'État. On n'impose pas, c'est le choix. La plupart de ceux qui sont abonnés, en poste payé, on a du mal à recouvrer. Il y a certains qui n'ont aucun abonnement, mais qui continuent à consommer de l'électricité de façon vraiment non catholique. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à ces questions. Merci. C'est tout? Oui. Allez, merci beaucoup, Sané, d'être intervenu ce matin. Les grandes gueules continuent dans un instant, mesdames et messieurs. Et DG, donc, comme par magie, qui nous a rendu service. Vous restez avec nous sur Espace. Sur Espace TV, tous les matins, ça se passe comme ça, mesdames et messieurs. Évidemment, le ministre face au peuple. Et ce matin, évidemment, pour votre plaisir, mon cher Tamba, vous étiez sur cette question. Je vous laisse la main. Non, en effet, monsieur le ministre, nous revenons donc pour poursuivre cette interview. Il y a donc cette information qui nous est parvenue et pour laquelle votre avis sera nécessaire. Pour commencer par nous dire si oui ou non, dans le cadre de la crise sur l'énergie à Cancan, EDG a dû ou pas louer 2 groupes électrogènes dont les frais, dont le coût de location individuelle est de 5 000 $. Monsieur le ministre. Je vous remercie pour cette question. Je le dis, quand une situation de crise se pose, il faut trouver immédiatement les solutions, comme on l'a dit. Dans le micro. Oui. Il faut trouver solution au problème. C'est vrai qu'il y a eu crise qui a voulu un peu déborder. C'est pour faire face à ça qu'on a pensé pratiquement à toute solution permettant de trouver, de mettre fin à cette crise. C'est ainsi, non seulement il y a eu d'autres groupes qui étaient la propriété des EDG, qui ont été transférés du côté de Cancan. Mais il y a eu par endroit aussi. Bon, c'était une situation circonstancielle, ce n'est pas une situation qui était là de façon pérenne. Il y a eu l'occasion pour faire face aux besoins qui étaient là. Donc, ça durait combien de temps la location? Bon, je pense que ce qui est là, vous savez, à chaque fois que je parle de Cancan, il ne faudrait pas qu'on accentue tout le problème sur Cancan.
Et il y a un moment, vous savez, il y a un bateau flottant qui était là à travers, qui était là, qui est resté pendant longtemps. Oui, mais la question de Tamba, monsieur le ministre. Oui, justement ce que j'ai dit. J'ai dit, il ne faudrait pas qu'on se focalise sur Kankan. Alors oui. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans une situation, il faut chercher à trouver solution. D'accord. Même si ça se passe à Kankan, mais il y a eu des cas comme ça à Conakry. Et c'est la situation qui nous a permis juste de faire face, de réhabiliter certains groupes à Tombo, notamment Tombo 1, Tombo 2, Tombo 5. Donc c'est vrai, monsieur le ministre, ces groupes électrogènes ont été loués à ce prix à Kankan. Non, je ne peux pas confirmer ça pour dire que c'est vrai. Permettez-moi juste de dire que oui, quand la situation s'est posée, il y a eu location de groupe. Il y a eu transfert de groupe, il y a eu location, parce que quand on est dans une situation, forcément, il faut trouver la solution. Donc, vous confirmez qu'il y a eu location, mais vous ne confirmez pas les $5 000 journaliers de frais de location. Oui. Ce que je dis, je pense que je reviens sur ce que j'ai dit. Quand une situation de crise se pose, il faut trouver la solution. Oui. Vous faites de la langue de bois parce que quand vous dites que vous reconnaissez qu'il y a eu location, mais vous êtes la personne la mieux indiquée pour savoir qu'il y a eu location. Oui, vous avez reconnu cela, mais à quel prix? Ce qui me dérange, on a eu le directeur régional de l'énergie à Kankan. Vous vous souvenez? Sur le plateau des GG. Ouais. Je lui avais posé la même question. On nous parle de Libanais qu'on est allé chercher pour apporter les groupes. D'accord. Mais dans quelles conditions les groupes ont été loués, on ne sait pas. Jusque-là. Lui, alors, à quel coût il nous a simplement répondu, écoutez, monsieur Tamba, moi, on m'apporte de l'équipement et on me demande de l'exploiter. Et on lui avait même répondu que d'accord, le jour où on rencontrera un responsable de EDG ou du département, on lui poserait la question. Donc on espérait avoir une réponse claire, parce que les citoyens nous écoutent. Quand on dit un groupe électrogène est loué à $5 000 par jour, alors que le même groupe, on peut l'acheter sur un mois, en acheter un deuxième au deuxième mois, mais que cette situation perdure, on est dans une situation où on se dit, pourquoi et pourquoi ça existe? Pourquoi ne pas acheter? Je comprends très bien. Peut-être lui laisser le soin de se renseigner au niveau de DG. Surtout. Voilà. Voilà. C'est là. Non, mais attendez. Non, mais il faut se... Il ne va pas quand même inventer. Je suis désolé. Non. Je peux croire qu'il n'est pas au courant. Vous savez pourquoi? C'est tout. Vous savez pourquoi? Il n'est pas au courant. Et là, il va nous dire, cette fois, monsieur le ministre, on veut vous encourager à aller droit au but et à nous dire ce qui se passe. Sans langue de bois. C'est quoi vos rapports avec le directeur général de EDG? Nous savons qu'il arrive que vous le convoquiez pour des réunions, pour des rencontres, et qu'il ne vienne pas. Oui, vous allez nous dire si c'est faux. Le directeur général de EDG. Nous apprenons que... Il n'y a jamais eu de surchauffe entre vous. Mais plus loin, là, mon cher Marat. Non, commençons là. Il n'y a jamais eu de le conseil de cabinet du département, le directeur général de EDG, d'après les informations que nous avons, s'absente bien volontairement. Il se fait remplacer tantôt par un Souma, tantôt par un autre. On se dit, mais c'est quoi les liens aujourd'hui? C'est quoi les rapports entre vous et le directeur général de EDG? Parce que je vais vous dire ce que je pense. On dit ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Je pense qu'en fait, vous n'êtes peut-être qu'un peu le ministre de l'hydraulique. Parce que l'énergie et les hydrocarbures, ça là, on garde votre nom pour non, hydrocarbures, ça c'est la présidence qui gère ça clairement. Mais c'est quoi vos liens avec le directeur général de EDG? Bon, je pense que moi, au département, que ce soit avec le directeur de l'EDG, le directeur de la SEG, le directeur de Fabga et le coordinateur des projets, c'est une équipe. Et je ne pense pas que c'est vous qui l'avez dit, et moi je ne peux le confirmer. Moi je n'affirme rien. Ce que je te dis, c'est la question que vous avez posée. Allez-y. Moi je pense que les liens sont corrects, c'est les liens de collaboration, c'est les liens de travail, c'est les liens pratiquement de subordination. Alors, monsieur Souma, alors je vais lire une phrase. Non, mais attendez, je vais lire une phrase, Lamine, attribuée au directeur général de EDG. Pas seulement, ce que j'ai dit, pas seulement le DG de EDG qui s'absente. Réunion de cabinet, vous savez, il peut y avoir, ça peut coïncider à autre événement, au moins, on peut les autoriser à aller. Il n'y a pas de guéguerre entre nous. Non, il n'y a rien entre nous. Il n'y a pas de problème. Le directeur général de EDG, il y a des propos qui lui sont attribués. Moi, j'affirme rien. J'affirme rien, mais je vais quand même les lire et vous allez nous dire si oui ou non, vous avez entendu ça. Ce sont des propos qui seraient tenus à la faveur des états généraux de l'énergie à l'hôtel Riviera.
du 7 au 9 juin. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu les états généraux à cette date? Du secteur de l'énergie, oui. Alors, M. Laï Camara, donc directeur général de EDG, Sékou Laï Camara, ce que nous apprenons, c'est qu'il aurait prononcé cette phrase. Je ne sais pas à qui rendre compte, soit au ministre de l'énergie ou au conseil d'administration. Est-ce que ces propos viennent du directeur général de EDG? Maintenant, je suis quelqu'un qui ne répond pas à une question fermée, oui ou non. Je préfère expliquer. Allez-y, expliquez. Et vous savez, c'est toujours bon qu'on soit en mesure de connaître le mandat de toute structure. Le conseil d'administration, il est là pour non seulement approuver les activités de l'exercice passé, mais aussi orienter et valider les activités planifiées pour l'avenir. Le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, en charge de conduire actuellement la destinée de ce département, a pour mission aussi de concevoir, de faire la conception, l'élaboration, de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'énergie, de l'hydrocarbure et de faire le suivi en la matière. Les grandes Je pense gueules. que par endroit, il y a des questions qui reviennent au niveau du conseil d'administration, comme d'autres questions qui peuvent venir du département. Donc, des fois, ça peut coïncider que les mêmes questions qui sont posées au niveau du département soient posées au niveau du conseil d'administration. Et comme vice-versa, il peut y avoir des questions posées de différents trucs. Moi, je pense que ce qui nous lie, c'est le travail, c'est la collaboration. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas les défendre. mêmes objectifs. Monsieur Non, le je ne ministre, défends pas. vous ne pouvez pas défendre un tel propos. Il relève de vous, non? Mais vous Il relève de moi. Mais vous ne pouvez pas défendre un tel propos. Non, ce que j'ai dit. Mais s'il relève de vous, c'est à vous, il doit rendre compte. Vous êtes d'accord avec? Attendez, comprenez. Monsieur le ministre. Le ministère de l'énergie est la tutelle technique de l'EDG. Ben voilà. Oui. Le ministère de l'économie et des finances est la tutelle financière de l'EDG. Est-ce que le directeur général de il a- l'EDG a tenu ce propos? Est-ce que vous vous souvenez? Parce que Samtil est là, vous allez nous dire si vous auriez même réagi à ce propos-là. Mais je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord qu'il a tenu ce propos? Parce que la mine, là où c'est grave, je vais vous dire. Un directeur général sait quelles sont les prérogatives d'un conseil d'administration. Et le conseil d'administration, ce n'est pas dans la gestion quotidienne. C'est connu de tous. On sait la tutelle technique, la tutelle financière, quelles sont les prérogatives qui relèvent de chacun. On n'a pas besoin de directeur général de EDG pour savoir ça. C'est pourquoi je pose la question, quand on lit une telle phrase, c'est un scandale que de dire « je ne sais pas à qui je dois rendre compte ». C'est pourquoi je pose la question à vous, monsieur le ministre. Ce qui est camouflé, c'est que si cette phrase a été effectivement prononcée, c'est qu'il n'entend pas rendre compte au quotidien au département de tutelle. C'est cela. C'est pour cela qu'on vous demande, est-ce que c'est vrai qu'il a prononcé cette phrase? Maintenant, ce que je vous dis, la meilleure façon de parler les liens de collaboration entre, que ce soit NDPA, que ce soit une société publique anonyme, c'est la loi L056 qui définit les prérogatives de tout un chacun et quel document, qu'est-ce que chaque structure doit rendre compte à un département et qu'est-ce que chaque structure doit rendre compte à un conseil d'administration. Nous devons entendre par là que le directeur général des DG a tenu ses propos et que, bien entendu, vous êtes prêt à accepter comme ça. Non, bon, pas accepter comme ça. Est-ce que j'ai dit... On a une partie de la réponse. Au moins, il a tenu. Quelle est la relation? C'est une relation de travail, de collaboration. On a les mêmes objectifs. Je pense qu'on va évoluer. Monsieur le ministre, on va avancer. Au conseil, est-ce que par exemple au conseil de cabinet, il est régulier? Il est régulier. À chaque fois qu'il doit s'absenter, il informe. Il y a telle chose ici. La preuve en est, on a eu des réunions, réunions du cabinet qui sont allées déjà à plusieurs reprises aussi. Et parce qu'on ne s'est pas limité juste réunion de cabinet au sein du département. On fait des réunions de cabinet à tour de rôle. Comme on l'a fait à EDG, on l'a fait au siège du SEG aussi. Réunion de cabinet. Occasion, non seulement quand on fait de travail, parce qu'on se dit en général, quand les directeurs viennent, est-ce qu'ils forcément ils font la restitution comme il le faut? C'est aussi l'occasion de rencontrer les cadres des autres départements, prendre information avec eux, parce qu'on se dit forcément, les informations, les difficultés qui sont remontées, il peut y avoir forcément des Monsieur le ministre, ce qui nous inquiète, c'est que nous sommes des journalistes. On apprend des choses, on va sur le terrain, on écoute les uns et les autres. Mais nous sommes tous convaincus dans ce studio qu'il y a une torche, une sorte de torchon, je ne dirais pas qui brûle, mais qui fume, entre le ministre de tutelle que vous êtes et
le premier responsable de l'entreprise publique est EDG. On le sait tous. Mais si vous vous acharnez à enterrer cela, la question est de savoir, est-ce que finalement, dans ces rapports de force, puisque vous ne pouvez pas vous exprimer là-dessus, est-ce que cela, ne témoigne pas que vous avez déjà cédé? C'est qui quand même, nous serions en droit de nous en inquiéter, premièrement. Mais deuxièmement, puisque vous niez cela, à l'avenir, lorsque le torchon brûlera ou quand il y aura des problèmes, vous ne pourrez pas nous dire en ce moment-là qu'on n'avait pas les mains libres. Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas vous, en réalité, qui gérez, en fait, qui contrôlez au quotidien ce qui se passe à EDG sur le plan technique. Parce qu'on le sait tous, le CIA, c'est d'abord la revue. C'est vraiment essentiellement la revue. Mais au quotidien, sur le plan technique, c'est vous. Et c'est ça qui nous inquiète, en fait. Mais si, je pense que si le problème existait, qu'est-ce que allait m'empêcher de le dire ici? Mais maintenant, ce que je dis, Monsieur le ministre, ce que je dis régulièrement, tout ce que nous faisons, les réunions sont pratiquement régulièrement, nous sommes soit en ligne, si les business font sentir, et à chaque fois qu'on demande les dossiers, donc c'est pourquoi je ne comprends pas. Vous savez, un seul mot, une seule phrase peut être interprétée autrement. C'est pourquoi on doit faire attention à la phrase là, parce que chacun donne le sens qu'il faut à sa lecture. Bien. Le ministre Ali Seydouba Souma, ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, est notre invité ce matin. Allez-y, Diba Milimono. Monsieur le ministre, on va revenir sur les barrages, mais avant, on sait il y a pratiquement un mois, le gouvernement guinéen a décidé de suspendre sa participation aux activités de l'OMVS, l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Deux raisons évoquées. Premièrement, c'est que les travaux d'exécution concernant le barrage de Koukountamba traînent. L'autre aspect aussi, c'était de dire qu'on est sous-représenté au sein de l'instance, alors que ce barrage dont il est question, le fleuve dont il est question, prend sa source ici. Donc, le gouvernement a décidé de faire le projet Koukountamba, un projet d'utilité publique, qui était un projet sous-régional, aujourd'hui à date. Est-ce qu'on va dire que le gouvernement guinéen est dans la même dynamique de réaliser lui-même le barrage de Koukountamba? C'est la première question. La deuxième, c'est sur Soapiti. Les travailleurs, les anciens, parce que Soapiti, avec ses conséquences, a été une catastrophe. Des citoyens en ont fait les frais. Les travailleurs, les anciens travailleurs, vous avez adressé un courrier le 27 avril 2023, qui est signé par vous-même, à monsieur le directeur général adjoint de la société de gestion de Soapiti, SOGES. Vous lui demandez un rappel pour le paiement des droits des anciens travailleurs du projet Soapiti. Vous dites par cette lettre, je tiens à vous rappeler qu'à date, les anciens travailleurs du projet Soapiti sont toujours privés d'une partie de leur salaire. Vous dites en conséquence, je vous invite sans délai à mettre tout en œuvre pour permettre à ces anciens travailleurs d'être payés et me tenir informé de l'évolution de la procédure. À date, parce qu'il y a des travailleurs qui continuent à dire qu'ils n'ont jusque-là pas, qui ne sont pas rentrés en possession de leur arriéré de salaire. À date, quelle est la situation? Merci. Je viens sur le cas l'OMVS. Le communiqué a effectivement mentionné les deux raisons. Les deux raisons qui ont valu la suspension, la participation de la Guinée à l'OMVS. Et juste après, il y a eu un acte qui est passé où le président nous a instruit, le Premier ministre et moi, de procéder au redimensionnement, la possibilité, comment redimensionner que la Guinée puisse réaliser. Pour le moment, les travaux sont en cours. À un certain niveau d'évolution, vous serez informé de quelle est la dernière décision qui est prise là. Ce que j'ai dit, le travail est en cours, puisque c'est fait. Et le Premier ministre et moi, j'ai fait le travail, le Premier ministre, on va vous rendre compte du niveau d'avancement après. Et concernant les travailleurs de Soapiti, les anciens de Soapiti Kalita, je voudrais vous rappeler que ce n'est pas les arriérés de salaire au sens réel d'arriérés de salaire. Parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises. Il y a eu des travailleurs qui n'étaient pas du tout immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc des fictifs? Non. Ils travaillaient, ils n'étaient pas immatriculés. Petit de rappel, la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est le taux, c'est 23%, dont 18% supporté par l'employeur, donc Soapiti Kalita, et 5% défalqué dans le salaire du travail, donc les deux qui donnent les 23%. Mais il y a eu, au fur et à mesure, retenu sur leur salaire, mais qui n'étaient pas forcément
même si ça a été versé, nous, les grandes gueules. Pas preuve de versement à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et cette retenue, c'était à Non, bon, ça c'était ce qui était bon, c'est la société qui le faisait. Okay. C'est la société qui le faisait. Et moi, j'ai été saisi du dossier avec mon cabinet. On a eu à faire des études. Qu'est-ce qu'il faut? On a invité même l'inspecteur de travail pour dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que si quelqu'un ne travaille plus dans une structure, c'est pourquoi j'ai écrit cette lettre, ne travaille pas dans une structure, qu'on a eu à faire des retenues, et que la personne n'est pas immatriculée, donc ça signifie quoi? Quand on fait le versement à la caisse, ce n'est pas à son nom. Parce qu'il n'a aucun numéro d'assuré social. Si on fait, ce n'est pas à son nom. Si on doit le faire à son nom, ça signifie qu'il a trouvé emploi ailleurs et qu'il est associé. Parce que ça lui permet, dans ses jours pas forcément meilleurs, de toucher, de venir réclamer quelque chose quand il est en situation d'invalidité, il est dans une situation qui n'est pas forcément conforme, en situation de maladie, que la caisse peut le secourir en tenant compte de sa contribution pendant qu'il était en pleine activité. Donc on a demandé, sauf qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe qui ne veut pas toucher, qui tient forcément à ce qu'elle soit reprise par Swapiti. Un autre groupe qui veut forcément toucher ça là, alors ils disent qu'ils veulent toucher et quitter complètement. Donc c'est pourquoi eux-mêmes, ils sont confus. Que faire? D'accord. Alors, monsieur le ministre, c'est peut-être une question sur le principe. Ah ouais. Swapiti et Kaleta, c'est pour qui aujourd'hui? C'est la propriété de qui? Bon, Swapiti et Kaleta, il y a non seulement la Chine qui a une participation et la Guinée qui a une participation. C'est quelle est la hauteur de la participation de la Guinée? Bon, les deux là, ça va être 49%, 51%. D'accord. Alors, comme vous savez, Oui, 49% pour... Formule 49. 51. La Guinée à 49, c'est ça? Ben oui. Oui, c'est deux sociétés différentes, c'est Soges et Sogeka. Non, mais on veut savoir, dans Soges, on a... L'actionnaire majoritaire. L'actionnaire majoritaire, il y a 41% la Guinée dans Soges. Ouais. Et Sogeka... Là, on est minoritaire. On est Bien. Donc, on est minoritaire. Bien. Mais et on est chez nous, hein? Oui, chez nous, absolument. Voilà, on est chez nous. Et à cette préoccupation... Il faut voir... Monsieur le ministre, monsieur le ministre, on parle de droit de société. le ministre, monsieur le ministre. C'est pas parce qu'on est chez nous. Oui. On est chez nous, oui. Mais souvent on demande à avoir de l'emprunt pour réaliser ce qu'on a. C'est très important de noter. D'accord. Attendez, alors cette situation... Je ne vais pas faire ce débat avec vous, sinon, monsieur le ministre, ça va aller dans le sens. Non, mais sincèrement, on est chez nous, on est en Guinée. Oui, on est en Guinée. Bien. Mais on est en Guinée, mais vous savez, la question d'actionnariat, là, ça dépend de ce qu'on apporte. Ça dépend de ce qui est valorisé. Moi, je ne vais pas vous tenir rigueur, parce que bon, c'est l'héritage. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais ma question... Oui, mais l'affaire... Attention. Ma question... C'est des conventions... C'est un BOT, n'est-ce pas? C'est en BOT que c'est réalisé. Ah oui, voilà. Parce que si toi, tu as le financement... Et c'est là que je vais... Voilà. Construire en BOT. La chambre de l'électricité a combien de cents déjà sur Kaleta? Parce que là, c'est en cents. Oui, je parle de ça. C'est moins de 10 cents. Je voulais terminer la question. Allez, on va évoluer parce qu'il y a la 5 qui nous attend aussi. Le principe, monsieur le ministre, dites-moi si je me trompe. Le principe, c'est on construit, on exploite, et pendant qu'on exploite, progressivement, on transfère. On transfère le projet, on transfère les actifs du projet à la Guinée. C'est le sens du BOT. Mais aujourd'hui, je veux poser la question. Est-ce qu'à date, parmi les ingénieurs qui travaillent et qui exploitent Swapiti et Kaleta, est-ce qu'il y a des ingénieurs guinéens? Je pose la question parce que 2017, des ingénieurs, 30 au nombre de 30, sont allés se former en Chine, et c'est aux frais de l'État guinéen, aux frais du projet, pardon, ils sont allés se former en Chine pour pouvoir revenir exploiter ces barrages-là pour que le transfert se fasse plus aisément le moment venu. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des ingénieurs guinéens qui travaillent à Kaleta et à Swapiti dans la gestion des barrages? Oui, je confirme. Si je prends par exemple, à part ingénieur même, vous prenez Soges là, le DGA, c'est un Guinéen qui est là. Moi, je parle carrément des Non, je parle de ça là. Guinéen, je parle parce que là, c'est le top management. Le top management en termes de prise de décision, c'est un Guinéen qui est là. Mais
En plus de ça, beaucoup d'ingénieurs guinéens travaillent au centre là-bas. Je le dis, beaucoup d'ingénieurs, parce que j'ai été sur le site, j'ai rencontré des Guinéens qui travaillent, qui sont derrière. Donc, je dis que... Je vous entends sur les énergies renouvelables. Si vous permettez, Gandhi, sur les énergies renouvelables, parce qu'on a parlé tout à l'heure de voilà, tu vas faire l'énergie renouvelable. Je vais terminer. J'ai négocié un truc là-bas. Monsieur le ministre, vous avez dit à EDG de cesser. Il faut dire à EDG de cesser. Parce que je ne sais pas ce qui se passe avec le citoyen. Je vous montre ça. Voilà. Je vous montre ça. Il n'y a pas que EDG, il y a la ça, c'est une première facture. C'est pour une habitation d'une chambre, salon, douche, sans climatiseur. Monsieur le ministre, la première facture en février dernier, on est à 97 000. En février. 2 mois plus tard, on est à 190 000. 2 mois plus tard, on est à 386 000. Dans mon téléphone, facture fraîche à payer, fraîche. Dans mon téléphone, il y a 400. 2 mois plus tard, on se retrouve à 400. Et tous les mois, on ajoute 100 000. EDG fait ça. Et il y a d'autres situations comme ça où vous payez par Orange Money. Ce n'est pas enregistré là-bas. Et on revient vous dire que vous n'avez pas payé. Personnellement, vous vous souvenez, j'ai interpellé le DG de Orange, de EDG ici. Parce que sur quoi, 6 mois, on est venu me sortir toute la quantité, on dit que je n'ai pas payé. Or, j'ai payé par Orange Money. Que se passe-t-il avec cette facturation? Pourquoi ça monte comme ça, on dirait Farina? Non, mais on a mis peut-être à Orange de... Non, je sais pas, moi. Je parle de ça. Bah, ok. Ça, je parle de ça, le paiement direct. Lamine, parfois vous pouvez rester plusieurs mois sans qu'on ne vous dépose de facture. Et après, on... Plusieurs mois. Les grandes gueules. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y. Ouais, je pense que... bon, c'est pas forcément facile de traiter cas par cas. On doit traiter le cas de tous les citoyens guinéens en général. On a bien pris note. On va vous revenir juste après avoir travaillé avec les services de l'EDG. Je pense que c'est encore Monsieur mieux. le ministre, ce dont on est en train de vous parler, c'est que pour nos citoyens, ça relève de la fraude. Il vous a donné son exemple. Moi, je ne vais pas ailleurs. C'est peut-être quelqu'un qui lui a donné ça. Moi, j'ai ma propre voisine dans le même immeuble, au-dessus de mon appartement. EDG est venu à la maison pour couper le courant alors qu'elle avait payé. Je peux vous sortir sa facture dans mon téléphone tout de suite, si vous me le demandez, parce que je l'ai. Elle a payé 7 mois après, EDG continuait à la harceler. Et ça fait déjà 3 ou 4 mois. On continue encore à la harceler de payer des choses qu'elle a déjà payées sur leur compte avec toutes les factures. Et elle a déjà été à l'agence de Lambagny 3 ou 4 fois pour cela. Bien. Ça, on le voit tous les jours. On ne peut pas envoyer des spots sur les radios et les télés en disant aux gens, vous pouvez payer par voie électronique, les gens payent. Et EDG, quand même, il y a des agents qui viennent quand même. Et laissez-moi vous dire, monsieur le ministre, quand ils viennent comme ça, si vous leur payez 50 000 ou 100 000, ils vous rétablissent le courant. Hein. Bien. Ça, je vous le dis, dans les quartiers, ils rétablissent le courant. Merci, Mohamed, pour cette précision. Allez-y, on parle de la SEG maintenant. Voilà, évidemment. Vous allez noter tout ça, monsieur le ministre. La SEG, allez-y, Roby. Allez-y. La première question, c'est au niveau des investissements, au niveau de la SEG. Le courant, c'est bien, mais l'eau aussi, c'est vital. L'État, c'est d'ailleurs mieux. L'État avait décidé de prendre en charge les coûts d'investissement de la SEG, soit 20%. Le chiffre s'élève à 540 milliards de francs guinéens. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que l'État a déboursé? De dollars, pardon, je me trompe aujourd'hui, un saint truc, de dollars. Peut-être c'est parce que j'ai que des francs guinéens en poche. Merci bien. Le besoin d'investissement est estimé à 2,7 milliards de dollars. Ouais. La Guinée prend les 20% en charge, soit 540 millions de dollars. Où en êtes-vous? Et tout cela, c'est à l'issue de la table ronde qui a été organisée sur le secteur de l'eau. Qu'est-ce que vous avez versé à la SEG à date? Qu'en est-il? Merci pour la question, parce que à chaque fois qu'on parle du secteur de l'énergie, si on ne parle pas d'eau, je me dis qu'on n'a pas débattu en profondeur tout ce qui est lié à mon département. L'eau, je rappelle que depuis plus de 30 ans, il n'y a pas eu d'investissement majeur dans le secteur de l'eau. Depuis 30 ans. C'est partant de ce constat que nous avons mené des études, voir qu'est-ce qu'il faut
pour que l'eau, parce qu'à chaque fois, à chaque occasion, je le dis, la Guinée, on a dit depuis quand nous tous on faisait le primaire, château d'eau de l'Afrique occidentale. Qu'à date, la population peine encore juste à consommer de l'eau potable. Nous avons mené des études, mais c'est trouvé qu'avant nos études, il y a eu une étude qui a été faite lorsque la Guinée a été désignée pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Les études ont été menées dans toutes les villes qui devraient abriter des poules. Les informations étaient là et les études n'avaient pas fait plus de 2 ans. Pour gagner en temps, je disais que le CNRD avait une vision, la vision pragmatique, c'est de faire en sorte que tous les engagements soient pratiquement mis en œuvre. Ce qui nous a permis d'organiser le forum de l'eau, finalité, organisation des tables rondes. Le forum, c'est l'identification. Comment faire? Qu'est-ce qu'on a? Ça nous a permis, dans le cadre de de la table ronde où beaucoup d'entre vous ont participé, d'avoir des annonces. Des annonces des partenaires techniques et financiers, les annonces des privés, des investisseurs privés, mais aussi de l'État guinéen. Oui. L'État guinéen qui a promis d'apporter sa contribution à hauteur de 20% du montant estimé d'investissement. Qui n'a pas promis, qui s'est engagé. Ouais, qui s'est engagé. Voilà, c'est différent. Maintenant, c'est bon d'attirer l'attention sur ceux qui n'ont pas bien compris, parce que j'ai profité pour donner l'explication. Vous savez, l'État, chaque année, mettra à disposition un montant X pour faire face en fonction de planning d'activité planifié. À date, combien la SEG a maintenant, reçu dans ces 20%? Maintenant, je vous explique là, ce n'est pas quand l'État se prononce, ce n'est pas du tic au tac. Il y a des conventions qui étaient en cours d'exécution avec les partenaires techniques et financiers. Vous savez, l'État a plusieurs façons de financer. L'État peut financer à travers des exonérations, c'est-à-dire tous les équipements achetés à l'extérieur, dès le franchissement du cordon douanier, l'État renonce sa part d'encaissement d'impôts et taxes. Cela fait partie de cette, oui, ça fait partie de cette entente avec la SEG. L'explication a été donnée. Non seulement, ce n'est pas avec la SEG, on dit secteur de l'eau. La SEG est là pour assurer les leaders, mais il y a eu on a créé des projets pour faciliter la situation. Il y a eu 2 projets. Il y a un premier projet qu'on appelle projet d'adduction d'eau de Grand Conakry, qui couvre Conakry, mais Koya, Dubreka aussi. Et deuxième projet qu'on a créé, qu'on appelle projet d'adduction d'eau des grandes villes de préfecture. Bien. Voilà. Allez-y, mon cher. Et cette réaction, justement, monsieur le ministre, si vous me permettez, cette réaction d'un internaute, c'est Fatmo Conté qui réagit. Je suis l'un de ces ingénieurs partis donc en Chine pour cette formation. Eh bien, je suis prêt à démentir le ministre et à rapporter des faits réels passés durant tout le processus. Qu'est-ce que vous répondez? Soit petit. Soit petit. Kaleta. Il n'est pas le seul ingénieur. Hein. Moi, j'ai échangé avec plusieurs. Ils disent que c'est que des Chinois qui gèrent les machines sur Swapiti et Kaleta. Pourtant, ils ont été formés pour ça. Et c'est à travers eux que le transfèrement de la technologie va s'opérer. S'ils ne sont pas associés, jusque-là, c'est un problème pour eux. Maintenant, ce que j'ai dit, les images peuvent en témoigner. Moi, je me suis rendu à Swapiti, je me suis rendu à Kaleta. C'est les Guinéens ingénieurs qui étaient là, qui m'ont expliqué comment ça se passait. Bien. Donc, je pense que si on se fie à une seule personne, je pense qu'on est en train de passer là, ça fait 2 au moins, déjà. Non, j'ai dit, les images peuvent en témoigner. Voilà. Non, mais ce qu'on va demander, peut-être, c'est un débat. S'ils peuvent venir à la radio, ces ingénieurs-là, ça serait bien, d'ailleurs, que vous les dernière question, mon cher Rob, parce qu'il y a d'autres invités. Ma dernière question, toujours sur la SEG, monsieur le ministre. Le compte d'exploitation de la SEG se chiffre aujourd'hui à près de 18 milliards de francs guinéens, alors que son chiffre d'affaires est en dessous, soit 5 milliards. Comment expliquez-vous cet état de fait et comment améliorer la rentabilité de la SEG quand on sait que le directeur, quand même, il se bat? Roby. Allez-y, monsieur le ministre. Il ne va pas me dire le contraire. Oui, c'est... Et puis... Voilà, qui n'ont pas d'eau. Voilà. On vous parle... Allez-y. On vous parle d'un manque d'investissement depuis 30 ans. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur Souma. Allez-y, monsieur Souma. Je reviens sur la SEG. C'est bien vrai que la SEG est en train de révolutionner un peu. La SEG, c'est, on dirait, un enfant dans une famille
C'est-à-dire, le papa ne veut pas, la maman ne veut pas. C'est comme ça, quoi. Non. On donne à EDG, même sous Alpha, 3 000 milliards à EDG, la SEC n'a rien eu. Pendant 23 ans. Allez-y Mais laissez l'invité parler, s'il vous plaît. Pardon. Ici à Kaporouraï. Ouais. Nous, on a porté les bidons d'eau pendant plus de 15 ans là-bas. Bien. On est né dans ça et jusque-là, il n'y a pas d'eau dans les robinets. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le ministre. À égal avec la SEG et EDG ne permettrait pas à la SEG d'améliorer sa capacité de déploiement. EDG, c'est quand même le bébé gâté du ministère, disons-nous. Allez-y, monsieur le ministre. Je reviens sur la SEG. Effectivement, en termes de subventions accordées à l'EDG, on ne peut pas comparer à la SEG. Mais, depuis pas mal de temps, les dispositions sont en train d'être prises pour que la SEG puisse aussi bénéficier de la même attention que EDG. Je l'ai dit, organisation du forum assorti de la table ronde. Vous allez vous renseigner. Mais concrètement, dans le concret, monsieur le ministre, vous nous avez parlé d'annonces, de forums, l'État a pris des engagements, l'État a promis, etc., etc. Mais dans le concret, les investissements seront mis à disposition. En attendant, il y a les citoyens quand même qui continuent il a raison d'insister parce qu'il y a des moments, monsieur le ministre. Il y a des moments, monsieur le ministre. La SEG est oubliée. L'eau s'éclaircit, mais quelque temps après, tout redevient rouge. Malgré les efforts, Aboubacar, on le connaît. Initiateur, il est très inventif, très novateur, mais il n'y a rien. Il n'a qu'à démissionner. C'est aussi simple que ça, les gars. Personne ne le force à être là quand même. Voilà. Allez-y, monsieur le ministre. Il fait ce qu'il peut. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur le ministre. Je reviens sur les procédures. Oui, c'est vrai que techniquement, on parle rapidement, mais si je parle des partenaires classiques, je veux parler de la Banque mondiale, je veux parler de la BAD, je veux parler de la Banque européenne d'investissement, je veux parler des autres partenaires classiques. Quand ils se prononcent, à leur niveau, ils ont des conseils d'administration qui valident. Pour chaque pays, ils ont des montants alloués. La Banque mondiale, sur le champ, s'était engagée à appuyer la Guinée à hauteur de 200 millions de dollars. Oui, on a reçu le courrier, mais ça demande tout un processus pour que le montant soit décaissé. Ce n'est pas si dit, si fait. Il faut que ça soit dit. Ce n'est pas automatique. Voilà. Pas automatique. Bien, allez-y, Mohamed Mara. Parce mais du côté guinéen, ouais. on a tenu le forum après la loi de finances initiale et on vient de finir, on est pratiquement dans les procédures de finalisation de la loi de finances rectificative. Ouais. Oui, c'est une vision, mais la vision, on ne prévoit pas aujourd'hui, on dit demain, on le fait. Bien, bien. On inscrit, les besoins ont été manifestés, les grandes gueules ont permis de faire la feuille de route, à partir desquelles, des feuilles de route là, il y a eu des annonces des différents partenaires. Merci beaucoup. Je vous dis, la situation qui est engagée, c'est bien vrai que ça va démarrer à partir du dernier trimestre de 2023, mais ça sera beaucoup plus accentué en 2024. Bien. En 2024, parce que ça trouve que les banques, les partenaires techniques financiers ont non seulement validé, mais aussi du côté du gouvernement, les montants sont inscrits pour tous les projets qui sont créés et aussi les montants sont inscrits au compte de la SEG. Bien. Voici les dispositions que nous comptons mettre en œuvre. Bien, allez-y, Mohamed. J'aimerais qu'on termine peut-être par la ville de Dabola. Nous avons été faire un tour. Je ne sais pas si Poutine peut nous montrer quelques images au barrage de Tenkiso, qui était en cours de dragage. Oui. Allez-y, Mafata. Au cours de dragage. Alors, on peut voir, la mine, ce que vous voyez au fond, là, la partie verte, là, c'est la station de pompage. C'est-à-dire que le barrage, c'est pour le courant. Et la partie que vous voyez, la insalubre, la verte, on verra tout à l'heure d'autres images, c'est là où la SEG pompe l'eau pour envoyer derrière la route. Voilà, vous avez vu cette partie à droite. Ouais. La partie verte, c'est là où l'eau est tirée. Ensuite, c'est envoyé plus loin, vous verrez peut-être sur d'autres images tout à l'heure, dans une station de traitement. Mais j'aimerais que vous regardiez ce petit bâtiment et le bassin où l'eau est traitée. Quand vous voyez simplement cet endroit, vous-même, vous n'avez pas envie de consommer cette eau.
Et la question, nous l'avons posée à des jeunes à Dabola. Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ne nous a pas surpris parce que nous avons été voir la station elle-même. Parce qu'en ce moment-là, il pleuvait déjà, vous vous souvenez, fin mai, il pleuvait déjà. Et d'ailleurs, il y a eu de grosses pluies à notre présence là-bas. D'abord, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette situation de dragage? Nous avions vu 1 ou 2 caterpillars dans la fosse. Est-ce que c'est terminé? Ça, c'est un. Et secondo, qu'est-ce qui est mis en œuvre? Parce que là, c'est ce que nous avons vu. La station était même à l'abandon. On n'a pas trouvé de garde. C'est bien après qu'un militaire s'est pointé. On avait déjà fait 30 minutes au moins sur les lieux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des moyens qui sont dégagés d'abord pour sécuriser des lieux à l'heure où on parle de bioterrorisme dans les villes, dans les villages, dans les pays? Pourquoi ce genre d'endroit c'est pas sécurisé? Qu'est-ce qui est dégagé pour sécuriser, pour traiter l'eau? Et est-ce que le dragage est terminé? 2, 3 questions. Ma première question, je commence par le dragage. Je suis rentré de Dabola le dimanche. Et le contrat de dragage, c'était à 2 volets. Premier volet, à travers ce que vous avez vu là-bas, les machines, tout. Deuxième volet, vous avez actuellement l'engin flottant. L'engin flottant, vous allez voir depuis pratiquement c'est le même engin qui est au port autonome de Conakry, qui est en train de draguer là, qui a été qu'on a envoyé à Dabola à partir de 6 conteneurs. Actuellement, le niveau d'avancement, si je pourrais me permettre d'envoyer, le niveau d'avancement est vraiment important, le niveau important. Et les jours à venir, vous serez aussi invités, forcément vos représentants, pour la remise officielle. Je vais dire la clé de Tinkiso, c'est pour dire que, est-ce que j'ai dit, la cité qui a eu le marché, en train de réaliser à 100% jusqu'à présent, 100%, là je le dis, sur préfinancement. Ah, voilà, on en parlait ce matin. Non, parce que sur préfinancement, il y a eu des bruits autour, comme les travaux étaient arrêtés, c'était en 2 phases. Première phase, il fallait le faire avant la tombée des grandes pluies. Deuxième phase, parce qu'il fallait qu'un engin flottant soit là. L'engin est là et on a fait le lancement de la deuxième phase le samedi passé. Donc actuellement les travaux sont avancés, mais peut-être après ici, le service de communication vont vous envoyer les images pour un meilleur traitement, pour une meilleure compréhension des niveaux d'avancement. Et je vous rappelle, comme vous avez demandé la petite usine qui est là-bas, à chaque situation, non seulement on informe le représentant de la SEC, mais on informe le représentant de EDG, qui a en charge aussi d'exploiter. Donc les deux, ils suivent les travaux ensemble. Parce que le barrage de Tinkiso ne sert pas seulement à l'électricité. À chaque prix de parole, ce que je dis, le barrage sert aussi à fournir de l'eau potable à Dabola. Donc, ce qui fait que le traitement qui est là, le suivi est à la lettre. Avant de commencer les travaux de dragage au mois de mai passé, il a fallu qu'il y ait eu, on a trouvé une alternative. Parce que là, en ce moment, le barrage était complètement sec. Il n'y avait pas d'eau, on pouvait traverser à pied. Parce que moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Chaque passage, je prends le temps de regarder. Parce que je dis, une fois qu'on engage les activités, il faut aller jusqu'au bout. C'est aussi ça, les exigences du président, c'est aussi ça l'exigence du Premier ministre. Bien. Le ministre Souba, ce matin, ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Il est l'invité ce matin des GG, évidemment. Vous n'allez pas faire votre entrée ici sans que vous passiez à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il en a tout l'air ce matin. Notre invité, évidemment, le ministre de l'énergie et des hydrocarbures. Et vous allez donner une note à la fin de l'émission. Mon cher Jacques Lewalino, monsieur le ministre, on vous explique un peu les principes. Vous répondez par oui ou par non. Si vous ne voulez pas répondre, vous dites joker et comme ça on passe à autre chose. Voilà, une seule fois. Vous avez droit qu'à un seul joker, monsieur le ministre. C'est ça aussi. Monsieur le ministre, vous ne voulez pas privilégier pour la Haute-Guinée les énergies renouvelables parce que les centrales solaires n'ont pas de carburant sur quoi fonctionner. Oui ou non? On a opté pour le mix énergétique. Donc oui. Allez-y. Vous ne privilégiez pas. Donc oui ou non, vous le faites parce que là-bas, il n'y a pas de carburant. Sur quoi on peut surfacturer? Mix énergétique. Non seulement
Non, c'est oui ou non, monsieur le Mais il ministre? n'y a rien, il n'y a pas d'énergie renouvelable en Haute-Guinée. Donc non. Non, pour le moment, énergie renouvelable, parce que le barrage... Oui ou non? C'est le nom de la rubrique, monsieur le ministre. Voilà. D'accord. Monsieur le ministre. C'est oui ou non? Pardon, il n'a pas répondu à Jacques. Ah, je pense que... Vous n'avez pas répondu à Jacques, monsieur le ministre. C'est oui ou non? Non, j'ai dit pour toute la Guinée, on a opté pour le mix énergétique, pas seulement énergie Bien. renouvelable. Allez-y. Monsieur le ministre, oui ou non, la partie hydrocarbures a été juste rattachée à votre département, mais véritablement, ce n'est pas vous qui gérez les hydrocarbures en Guinée, c'est votre nom seulement qui est gâté, oui ou non? Non, Non. parce que c'est moi qui définis Voilà. la politique en matière d'hydrocarbures. En fait, la politique, vous définissez. Je Allez-y. définis, je mets en œuvre Non, la allez-y. preuve en œuvre, vous serez aussi Allez-y, commandé la réflexion sur les Madame Yero. hydrocarbures. Mais non, allez-y, Madame Yero. On a lancé. Allez-y, Madame Yero. Oui ou non, monsieur le ministre, les barrages Kaleta et Swapiti ont englouti plus de fonds qu'il n'en fallait. Oui ou non? Joker. Joker, voilà. Allez-y. Je reviens dans la lancée de Djiba, mais autrement, monsieur le ministre, en posant autrement la question. Oui ou non, de vos 3 directeurs, je veux citer la SEG, EDG et la SONAP, Amadou Doumbouya, c'est le Goliath de tous les Oui, directeurs. mais c'est un Goliath en plus. Ah oui, en plus. Hein. C'est-à-dire que c'est géré, Amadou Doumbouya est géré à la présidence, directement, pas vous. Mais c'est vrai, non? En plus. C'est un département placé sous la tutelle du secrétaire général. Oui ou non? C'est une entité placée sous la Mais tutelle du pratiquement, on travaille ensemble. Oui, Non, non, mais oui elle est ou non? placée- Oui ou non? L'entité est placée Oui sous ou non, la il est tutelle, placé là-bas. Du général Amara. La tutelle. Oui ou non? Oui, je crois Non, que c'est un ça. seul joker. Désolé, c'est un seul joker, vous l'avez grillé. Un seul joker. Oui ou non, monsieur le ministre? Oui ou non, Amadou Doumbouya, la SONAP est logée au secrétariat général, oui ou non? Je dis... Non, oui mais ou attendez, non? attendez, C'est oui ou non? C'est oui ou non, C'est monsieur le oui ou ministre? non? Non, je dis... C'est un EPA, non? Ah oui, c'est Oui, c'est un EPA. Donc c'est là-bas. Donc c'est là-bas. Vous avez suivi la pose de première pierre. Non, la construction du cul. Langue de bois, à Mandiana, s'abstenir. Monsieur le ministre, donc oui ou Mon non, Dieu. Djiba a raison. Votre nom est gâté pour Votre Voilà. nom est gâté pour En fait, rien. allez-y. Vous définissez tout, mais Bien. Allez-y, Mohamed. Je ne suis pas d'accord. Bon, alors, Oui ou non? alors moi je me fais voir quand même des ménages. Monsieur le ministre, au sortir de cette émission, dans les jours à venir, oui ou non, vous vous engagez à ce que le prix du gaz soit respecté dans tous les points de vente de Conakry? Oui ou non? Bon, je vous dis qu'on a mis en place une Non, commission. oui ou non? C'est la rubrique, monsieur le ministre. c'est la rubrique. Mais en principe, Le prix du gaz n'est pas du tout respecté sur le marché. Chacun fait pour lui. Oui ou non, en sortant de ce studio, vous allez prendre toutes les mesures pour que dans les prochains jours, cela soit respecté dans tous les points de vente de Conakry. Si vous dites oui, ce n'est pas fait, nous-mêmes, on se charge de gâter votre nom lundi à venir. Non, Marathon aussi. Allez, non, monsieur le ministre. Ah, c'est une menace? j'ai dit la loi, hein, elle est votée pour être appliquée. Donc oui. Voilà. La Allez-y. loi est votée pour être appliquée. Donc, Voilà. Allez-y, Tamba. Lundi LG, on va ouvrir sur Bien. le prix du gaz. Dimanche, je Bien. vous promets, je passerai faire des enregistrements dans Oui les points de ou vente. non? On verra les prix. Voilà, il ne veut pas, oui ou non, évidemment. Le ministre de l'énergie, évidemment, et de l'hydraulique, notre invité ce matin chez les GG. On va passer à cette autre rubrique, évidemment. Et vous allez donner une note à la fin hein, au ministre, notre invité ce matin, Alice Seydouba Souma. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Voilà, jeu des photos, hein, monsieur le ministre. Cette rubrique aussi, vous allez vous prononcer et vous allez dire un peu ce que vous pensez des personnes dont nous allons montrer les photos à la télévision. On va y aller avec Tamba Zakari Milimono. Allez-y, Tamba. Sekou Laï, directeur général de EDG. Oui, c'est le directeur général de EDG. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de lui? En fait, pour repréciser, c'est pas qui il est, ça on sait. Mais ce que vous pensez de lui. De la personne, voilà. Ah oui,
c'est quelqu'un qui est animé d'un esprit de travail, qui veut faire que le secteur d'énergie progresse aussi, que toute la Guinée soit électrifiée. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est un bon cadre. Le DG de la SEG, Aboubacar Camara. Oui, aussi très engagé, plein d'initiatives, plein d'énergie. Aussi toujours l'esprit d'équipe, toujours animé pour faire avancer les choses. Bien. Créatif. Allez-y Jacques Lewa. Ibrahima Bessila. Vous n'avez pas été long sur le cas du DG de EDG. Hein. Allez-y Jacques. Celui de la Ibrahima Bessila. C'est un ancien ministre. J'ai eu la chance juste de venir après lui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin, Roby. On n'est plus par le temps malheureusement. Vous allez donner une note au ministre, évidemment, à l'instant sur Espace TV, monsieur le ministre. Vous allez rester avec nous, hein, voilà. La note est là. Avez-vous été convaincu par le ministre ce matin, les auditeurs ont voté évidemment. 24% ont dit ben non, ils ne sont pas convaincus. Et oui, pardon, 24% ont dit oui, vous avez été convaincus. Et non, à 62%. Et les indécis, donc c'est à 14%. C'est bien cela, voilà. C'est le résultat que vous découvrez en direct, évidemment. Il faut de vous souhaiter 14%. Voilà. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin, monsieur le ministre. Sinon, si vous avez un message, évidemment, cette caméra vous appartient. Vous allez vous adresser, évidemment, au peuple de Guinée, à nos auditeurs et aux téléspectateurs. Je voudrais d'abord dire merci Grande Gueule de m'avoir invité. M'avoir donné l'occasion de m'exprimer ce matin sur les 3 secteurs, énergie, hydroliquide et hydrocarbures. Je fais comprendre qu'on est là au service de la nation, on fait tout pour faire avancer le pays. L'objectif, là je le dis, du président, la vision du président, c'est de faire bénéficier tous les Guinéens de l'électricité, de l'eau, mais aussi d'acheter le gaz à moindre coût. Donc d'améliorer les conditions de vie de la population, aux Guinéens d'être reconnaissants, aux Guinéens juste d'être à mesure de payer les factures, Bien. aux Guinéens de comprendre qu'on est là pour faire avancer les choses, non pour retarder les choses. Voilà. Encore merci d'accepter et d'adhérer aux idéaux de CNRD qui est là, qui est plus pragmatique que des discours juste politiques. Saïdouba Souma, Ali Saïdouba Souma était notre invité ce matin. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Oui, le mur du jour avec la grande Sané avec nous, hein, cette Sané. Allez-y, ma grande. Alors, ça s'est joué également entre 3 personnes, notamment Tamba et Mara. Chacun a pris 3 murs et notre mur du jour est notre invité, monsieur le ministre, il en a pris 12. 12. Voilà. Mais c'est énorme ça, hein. C'est début de saison, hein. Ouais. C'est énorme, hein. Ouais. 12 murs. C'est 50%. Mon Dieu, voilà. On n'a jamais eu pareil. Ouais, ça, c'est le record. Voilà. Le record était à 11, mais là, ça vient de 12. Mara n'enverra pas de maçon aujourd'hui pour la construction de son siège. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Vraiment, nous nous excusons, hein, voilà, pour les autres sujets. Nous étions censés d'appeler donc le maire de la commune de Matam ce matin, malheureusement, voilà. On a été pris par le temps. Et puis demain, certainement, nous allons revenir sur tous ces sujets. Grand merci à Madousso qui a réalisé cette émission ici à la radio, à la régie. Ben oui, Papoutou, l'homme de nuit, était là, à Malissila, à toute l'équipe de ce côté, à Félix Milimono, évidemment, qui a coordonné tout ça du côté de la régie. À midi, vous avez accès aux infos avec la rédaction Espace Première. Sinon, à 15h, Kavama Duba vous attend là, avec les informés, les têtes brûlées, évidemment. Demain, on se retrouve. À bientôt, au revoir.